Après la crise des missiles de Cuba, un des moments les plus dangereux de la guerre froide, le climat s'apaise. Khrouchtchev et Kennedy inaugurent alors une période de détente. Pour éviter la guerre, en 1963, une ligne directe est établie entre les États-Unis et l'Union soviétique, le téléphone rouge. Après des années de négociations sous l'égide de l'ONU, un traité de non-prolifération des armes nucléaires est élaboré en 1968. Il limite la possession de l'arme nucléaire aux 5 pays qui la possédaient à l'époque: États-Unis, URSS, Chine, France, Royaume-Uni. Entre 1970 et 1980, une centaine de pays ratifieront cet accord. Après la Seconde Guerre mondiale, nombre de colonies des anciens empires européens sont devenues des pays indépendants. L'Inde, l'Indonésie et de nombreux pays d'Afrique font leur apparition sur la scène internationale. Encore peu développés économiquement, ces pays, anciennement colonisés, vont affirmer leur solidarité. Entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, ils constituent le tiers-monde. En 1955, lors de la conférence de Bandung, en Indonésie, les pays du tiers-monde expriment leur volonté d'une voie autonome entre les deux blocs. La Chine communiste, invitée à Bandung, apparaît comme un modèle à suivre pour les pays en voie de développement. D'autant que la Chine va rompre ses liens avec l'URSS en 1959. À l'initiative du maréchal Tito, alors président de la Yougoslavie en 1961, la première conférence des pays non alignés se tient à Belgrade. Lors de son discours, Tito dénonce le danger pour la paix des deux blocs qui régentent le monde. En 1951, sous l'impulsion de Jean Monnet et de Robert Schuman, 6 pays de l'Europe de l'Ouest créent la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA. France, République fédérale d'Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg s'accordent sur la libre circulation du charbon et de l'acier. En 1952, dans le contexte de la guerre froide, une armée européenne commune est aussi envisagée. Mais la France n'est pas encore prête à voir des Allemands dans l'armée européenne. Pierre Mendès France, président du Conseil français, s'y oppose, malgré les pressions américaines. Malgré l'échec de la CED, la coopération des 6 membres de la CECA va se poursuivre sur le plan économique. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le 25 mars 1957, les 6 membres de la CECA signent le traité de Rome qui fonde une communauté économique européenne, la CEE. La coopération ne se limite plus au charbon et à l'acier, elle s'étend à d'autres domaines comme l'énergie atomique.
La France, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et les Pays-Bas suppriment les douanes entre leurs pays. Les 6 pays permettent une libre circulation des produits et des personnes à l'intérieur de ce premier noyau européen. La politique agricole commune, PAC, vise à rendre l'Europe autosuffisante sur le plan alimentaire. Elle permet la modernisation des exploitations et le soutien du niveau de vie des agriculteurs. 12 ans à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 6 pays de l'ouest de l'Europe s'unissent pour le progrès et pour la paix. En Europe, toujours coupée en deux par le rideau de fer, la révolte gronde dans le bloc soviétique. En Tchécoslovaquie, après des années de stalinisme, Alexander Dubček prend la tête du Parti communiste. Il lance le Printemps de Prague et propose un socialisme à visage humain. Les soviétiques réagissent comme ils l'ont fait en Hongrie, quelques années auparavant. Les forces du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie. Le printemps de Prague est réprimé dans le sang. L'ordre soviétique sera rétabli. Au Vietnam, les Américains tentent de contenir la poussée communiste du Nord. À partir du milieu des années 1960, ils s'enlisent dans une guerre meurtrière de plus en plus impopulaire. Ils perdent peu à peu du terrain. Ils seront contraints de quitter le Vietnam en 1975 après la prise de Saigon par les communistes. En 1978, la révolution éclate en Iran. Le Shah d'Iran, allié des Américains, doit s'enfuir avec sa famille. En 1979, l'ayatollah Khomeini instaure une république islamiste. Cette même année 1979, l'URSS envahit l'Afghanistan pour soutenir les marxistes qui viennent de prendre le pouvoir. Les soviétiques combattent alors les islamistes soutenus par le Pakistan et les Américains. En 1980, Ronald Reagan est élu président des États-Unis. Il dénonce l'URSS comme l'empire du mal. La nouvelle politique des États-Unis relance la guerre froide. L'URSS est entraînée vers une nouvelle course aux armements qui va la miner. En Afghanistan, le soutien américain au Pakistan et aux islamistes est décisif. 1989, les soviétiques se retirent d'Afghanistan après 10 ans de coûteux combats. La guerre d'Afghanistan sera une des dernières de la guerre froide.
En 1985, Gorbatchev, homme d'ouverture et réformateur, prend la direction de l'Union soviétique. Gorbatchev œuvre pour la fin de la guerre froide. Il retire l'armée rouge de l'Afghanistan et signe plusieurs traités concrétisant la détente entre les deux blocs. Gorbatchev lance aussi la perestroïka, ou reconstruction, et la glasnost, transparence, une politique de libéralisation économique et culturelle de l'URSS. Cette politique de réforme du système communiste à bout de souffle ébranle le bloc de l'Est. La liberté d'expression fait son apparition. En 1989, la chute du mur de Berlin achève de déstabiliser l'URSS. En 2 mois, les régimes communistes d'Europe de l'Est s'effondrent. Gorbatchev démissionne et annonce la fin de l'URSS. Сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю. L'éclatement et la fin de l'URSS consacrent la victoire des États-Unis dans la guerre froide.